Donc, dans la vidéo que vous venez de voir, on retrouve des éléments que nous avons déjà évoqués. Donc cette complémentarité, elle permet d'apporter une certaine autonomie au sein de l'exploitation. Ça permet également d'avoir des rotations plus longues et plus diversifiées, donc d'alterner les prairies et les cultures, de fabriquer des aliments pour le bétail et également d'utiliser les excréments et les effluents pour fertiliser les cultures, donc de boucler les cycles. Mais le fait d'avoir plusieurs ateliers sur une même exploitation, est-ce que ce n'est pas se rajouter trop de travail, beaucoup trop de travail, et finalement comment répartir ce travail de façon optimale? C'est ce que nous allons voir tout de suite via la deuxième thématique sur le travail dans ces systèmes de polyculture élevage. Et pour ce faire, donc, j'accueille les deux nouveaux experts. Tout d'abord Sophie Chauvat de l'Institut de l'élevage. Bonjour Sophie. Bonjour Candice, bonjour à tous. Donc Sophie, tu travailles sur les approches sociales du travail en élevage et tu co-animes le RMT Travail en agriculture. Et donc j'accueille également Jean-Philippe Goron de Addis Conseil Élevage. Bonjour. Donc toi, Jean-Philippe, tu es conseiller en élevage et en économie des exploitations. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais vous demander qu'est-ce que pour vous, de nous donner une définition du travail, qu'est-ce que le travail dans une exploitation agricole? Alors, le travail est un sujet complexe. Je vais essayer d'en dessiner quelques contours. Donc, quand on parle de travail, on parle de conditions de travail. On parle de santé au travail, santé physique avec la pénibilité, santé psychique avec la charge mentale, mais aussi avec le stress tel qu'on le connaît. Et puis, le travail, c'est aussi une organisation. Alors, une organisation au sein de l'exploitation et une organisation quelquefois au sein des territoires entre agriculteurs. Et cette organisation, bien, elle dépend de plusieurs facteurs et notamment, elle va dépendre de la conduite technique donc, de l'élevage ou des élevages et des cultures. Et elle va dépendre aussi du niveau d'équipement, du niveau de mécanisation et des contraintes structurelles de l'exploitation, comme par exemple un parcellaire plus ou moins favorable. Et cette organisation, elle va jouer fortement sur la quantité, la durée de travail, les horaires, la charge de travail et aussi les pics de travail que l'on rencontre tout au long de l'année. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que quand on travaille aujourd'hui sur une exploitation, on est rarement tout seul sur l'exploitation, on est à plusieurs. Et à plusieurs, ça veut dire qu'il y a des relations humaines et que ces relations humaines sont un élément important de la performance de l'exploitation et de la qualité de vie sur l'exploitation. Et puis aussi, le travail, c'est une chose importante, c'est le sens que l'on donne à son métier, que l'agriculteur va donner à son métier, ce qu'il aime faire dans son travail, ce qu'il aime moins faire, ce qui le motive moins. Et puis, c'est le sens du métier, donc il est aussi influé par la reconnaissance des autres acteurs, la reconnaissance de la société, la reconnaissance de sa famille aussi, sur le travail que l'on réalise et qui joue également sur le bien-être au travail, la qualité de vie et la façon dont on se sent dans son travail. Alors je ne sais pas si j'ai réellement défini, mais j'ai essayé de présenter quelques facettes en fait de ce travail. Voilà. Merci. Jean-Philippe, est-ce que tu partages Oui, le tout à même fait. avis? Pour compléter la polyculture élevage, c'est vraiment la diversité, c'est la multiplication des tâches, c'est ce que recherchent les agriculteurs quand ils ont plusieurs ateliers. On parlera tout à l'heure de dimension, mais c'est aussi très lié à la taille, entre guillemets, de l'atelier qu'on appellera plutôt complémentaire. Moi, je côtoie au quotidien des éleveurs qui sont très amoureux de leur vache et de leur métier au quotidien, mais qui sont aussi très contents d'aller labourer, de sortir, d'avoir des activités différentes. Et je pense que voilà, on a plein de témoignages d'agriculteurs qui se retrouvent dans la polyculture élevage et dans ce sens du métier, parce qu'ils sont à la fois agronomes, ils sont chefs d'entreprise, ils sont mécaniciens, ils vont faire de la soudure, mais ils sont avant tout éleveurs. Et ça, c'est vraiment la diversité de la polyculture élevage, de manier différents métiers, différentes tâches. Après, la difficulté, c'est quand effectivement les ateliers deviennent de dimensions plus importantes, où on retombe peut-être dans le travers de la spécialisation, de la routine, qu'on évoquera par la suite. Et est-ce que dans l'année, il y a des pics de travail? Alors effectivement, la spécificité de la polyculture élevage et des polyculteurs éleveurs, donc, c'est qu'ils doivent à la fois gérer des ateliers animaux, alors parfois un seul, parfois plusieurs, et des ateliers végétaux. Et ce n'est pas pareil de gérer des betteraves et de gérer des triticales. Bon, on a vraiment une diversité de compétences et on a une diversité d'ateliers qui fait que quelquefois on a un recouvrement entre les tâches de ces différents ateliers qui conduisent à des pics de travail à différentes périodes de l'année.
Et ce dont on se rend compte, c'est que quand même, c'est plutôt les cultures qui vont créer la notion de pic de travail et de surcharge de travail. Donc nous avons dans le cadre du projet RMT, du projet Red Spice, pardon, dans le cadre de ce projet Red Spice, donc, nous avons interrogé 57 polyculteurs éleveurs sur l'intensité qu'ils ressentaient en termes de travail. Donc, sur le graphique, vous pouvez voir donc, les résultats donc, de cette enquête, sachant que chaque ligne correspond à la réponse d'un agriculteur et chaque colonne est bien un mois de l'année. Et donc, on voit inscrit des périodes rouges et des périodes, j'allais dire, vertes, qui sont moins intenses, des périodes rouges intenses. Et on se rend compte dans ce graphique, quand on regarde, en haut, on a peu de périodes rouges qui sont centrées surtout sur le printemps. Et là, c'est parce que ce sont des polyculteurs éleveurs très herbagés avec peu de culture. Au milieu, on voit qu'il y a 2 périodes intenses de travail, plutôt printemps et automne. Et là, c'est quand on commence à avoir des cultures de façon conséquente et donc des implantations, notamment de céréales à l'automne. Et enfin, tout à fait en bas, on voit que le travail est intense quasiment du mois de mars au mois d'octobre, parce qu'effectivement, dans ces exploitations-là, c'est qu'il y a beaucoup de cultures. Et donc, on ressent de l'intensité quasiment toute l'année entre mars et novembre. Et là, ce qu'on voit en dernier, c'est que de novembre à février, quand il n'y a que le travail que sur l'élevage, eh bien, en fait, les gens ne ressentent pas et ne disent pas ressentir de l'intensité. Pourtant, il y a du travail en élevage, mais il ne s'agit pas de pic de travail. Il s'agit plutôt d'une forte charge importante et de l'astreinte qui correspond aux travaux sur l'élevage. Oui, pour compléter et illustrer, c'est tout à fait ça. En fait, c'est vraiment lié à la concurrence entre guillemets des ateliers qui sont liés aux surfaces. À l'atelier fourrage, il faut récolter, il faut semer, il faut ensiler, il faut faner. Donc tout ça, c'est entre le mois d'avril et le mois de juin. Et sur cette même période, il faut aussi semer du maïs, il faut aussi désherber, il faut biner si on est passé en bio. Donc tout ça, ça se passe sur 2-3 mois qui sont cruciaux entre guillemets pour assurer la qualité des fourrages de l'hiver, qui sont aussi cruciaux pour assurer les rendements des cultures qui sont mises en place. Et comme les fenêtres météo sont par définition étroites, capricieuses, aléatoires et tout ce qu'on veut, et en fait, on se retrouve avec des périodes de bourre, des périodes de stress, parce qu'en fait, le travail ne fait pas peur aux agriculteurs, mais ce qui est plus angoissant, c'est l'incertitude, c'est l'angoisse d'être demain finir le boulot avant la pluie, de biner avant que le sol soit trop mouillé ou inversement, trop sec. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est vraiment cette concurrence, comme tu l'as évoqué. Alors du coup, qu'est-ce que ça implique en termes sur le terrain pour les agriculteurs? C'est une grosse anticipation. Une anticipation sur le matériel, une anticipation sur les chantiers, une anticipation aussi en amont sur l'assolement. Comment je combine mes assolements pour éventuellement éviter que les cultures vont se chevaucher ou les récoltes vont se chevaucher avec des cultures, par exemple. Donc c'est l'anticipation, c'est l'organisation au quotidien. Donc on parlera aussi de collectif, parce qu'en fait la PCE, c'est aussi souvent une organisation collective, soit au sein d'un GEC, soit en CUMA ou en ETA, ou avec ses collègues autour. Donc c'est vraiment une organisation collective qui est hyper importante à mettre en place. Et après, comme l'a évoqué tout à l'heure Pierre-Emmanuel, c'est aussi des fois du capital qu'on engage. Donc c'est vrai que la PCE, on peut quand même se dire c'est la diversité, mais c'est beaucoup plus, moi je le vois au quotidien, c'est plus de boulot quand même, c'est des compétences qui sont dans plusieurs domaines, et c'est quand même de la mécanisation qui permet de faire face à ces pointes de travail avec du matériel de plus grande largeur, de plus grande dimension, et plus de tracteurs que de personnes capables de les conduire. Donc c'est bien c'est ça aussi le corollaire de cette PCE. Et est-ce que du coup, dans ces systèmes de polyculture élevage, on peut voir des différences entre les exploitations qui sont individuelles et les exploitations qui sont en GAEC? Alors, en schématisant, bien sûr, parce qu'on retrouve tout un panel très différent d'exploitations de polyculture élevage. Donc, en schématisant, dans les plutôt petites exploitations avec un seul chef d'exploitation, ce qui va marquer le travail, c'est que ce chef-là d'exploitation, comme le disait Jean-Philippe, eh bien, c'est qu'il faut qu'il sache tout faire. Il faut qu'il soit très polyvalent et très compétent à la fois sur les cultures, sur l'élevage, sur le machinisme, sur l'administratif, un peu sur tout. Et c'est vécu comme quelque chose de très apprécié. Cette variété de tâches, c'est quelque chose qui est très apprécié par les agriculteurs.
Et dans ces exploitations où il n'y a souvent qu'un chef d'exploitation, ce qui marque également, la deuxième chose qui va marquer, c'est que eh bien, le travail, on observe peu de creux au long de l'année dans les exploitations de polyculture à élevage parce qu'on alterne très vite entre l'hivernage des animaux, puis l'implantation des cultures, puis les mises bas, les récoltes. En gros, on a peu de creux tout au long de l'année, ce qui fait que eh bien, l'éleveur, quand il est seul, il a peu de temps pour souffler. C'est quelque chose qu'il faut quand même bien noter. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut quand même beaucoup de capital et beaucoup de matériel et d'équipement dans ces structures. Et quand on est une petite structure, il est difficile de s'équiper sur tous les types de cultures, sur l'élevage. Sinon, on met à mal l'économie, bien évidemment, de la structure. Et donc, les organisations collectives sont très importantes pour ces petites exploitations-là, pour pouvoir investir en commun sur du matériel. Et d'un autre côté, on a des exploitations qui sont de plus grande dimension avec plusieurs associés. Et donc là, on observe davantage de spécialisation des tâches, même si cette spécialisation, bien évidemment, elle n'est pas totale, mais on a une certaine spécialisation par tâche ou par, j'allais dire, par atelier par certains moments. Ce qui est un confort pour les gens qui réalisent le travail, parce que généralement, ils réalisent des tâches qui leur plaisent le plus, dans lesquelles ils sont le plus compétents. Donc c'est plus facile. Et en plus, quand on est à plusieurs, on peut s'épauler dans les moments difficiles, quand on a justement des pics de travail. Ceci dit, il faut garder à l'esprit également que dans ces exploitations plus importantes, avec une dimension économique plus importante, on peut un peu mieux s'équiper pour travailler dans des conditions plus faciles, notamment sur les ateliers d'élevage. Et ensuite, on peut aussi garder un volant de tâches un peu sur lesquels on est polyvalent pour pouvoir se remplacer le week-end et les congés. Et puis, il faut également faire attention parce que quelquefois, on a de telles spécialisations qu'on a des spécialisations par atelier qui font que les gens ne travaillent plus ensemble ou beaucoup moins ensemble. Et de ce fait, eh bien, on perd aussi la question dont on disait de couplage et de complémentarité entre les différents ateliers. Pour compléter ce que dit Sophie, en fait, pour une personne seule, alors déjà ils sont peut-être moins nombreux qu'avant, je pense que c'est une évidence. Les personnes seules, en fait, souvent proviennent des fois d'un GEC, l'arrêt du père ou de la mère qui passe à la retraite. Et du coup, on voit bien que la personne qui reste, en fait, elle ne change pas de braquet en termes de surface, elle ne change pas de braquet en termes de volume, et elle se retrouve à la tête d'une exploitation de 60 vaches et puis 120 hectares, la moitié à labourer, etc. Et du coup, ça devient compliqué en termes de travail. Souvent, le papa fait un peu la transition, mais on sait que ça a une fin, entre guillemets. Du coup, la solution, c'est la délégation des agriculteurs qui prennent des salariés, qui se font un groupement d'employeurs. Donc, il y a des solutions qui sont finalement de nouveau du collectif pour déléguer et puis apprendre peut-être aussi, alors je ne dis pas lâcher prise, mais en tout cas à accepter que le travail est fait peut-être différemment. Il est délégué à une ETA et du coup, voilà, les cultures sont peut-être plus réalisées par l'exploitant lui-même parce qu'il faut qu'il se concentre sur l'activité principale. Donc ça, c'est plutôt sur les individus. Sur les GEC, donc qui sont les plus nombreux en polyculture élevage, en fait, on parle, tout à l'heure on parlait de couplage entre guillemets sur les animaux et les surfaces, mais c'est aussi un peu le couplage des bonhommes, entre guillemets la polyvalence. Je pense que ce qui marche bien, c'est la polyvalence des individus, parce que notamment en élevage laitier, il y a l'astreinte de la traite, il y a les week-ends, il y a les congés, c'est important. Et du coup, il faut que tout le monde soit capable de traire. Même si ce n'est pas, on va dire, un plaisir partagé sur les 3 ou 4 associés, il faut que tout le monde soit capable de traire, de faire véler la vache, de faire boire un veau. Et du coup, ça, c'est important pour assurer le remplacement, les week-ends, etc., mais aussi la sécurité. La sécurité, c'est que demain matin, si la personne se casse un bras, il faut que quelqu'un aille traire. Donc ça, c'est hyper important, cette polyvalence pour la sécurité. Et puis de l'autre côté, il faut avoir un domaine de responsabilité ou un domaine de compétence pour à la fois se faire plaisir, pour évoluer entre guillemets dans le domaine qui lui est le plus cher. Et puis aujourd'hui, les marges étant petites, de toute façon, il faut être compétent, il faut être pointu. Donc il faut peut-être un éleveur qui soit, en tout cas un agriculteur plus spécialisé éleveur, un vacher presque, et puis un agriculteur qui soit plus culture, parce qu'aujourd'hui, il faut faire du binage, il faut arrêter les phytos, voilà, tout ça, ça demande des compétences. Et du coup, dans ce qu'on voit aujourd'hui qui fonctionne le mieux, même s'il n'y a pas de théorie, c'est effectivement des systèmes polyvalents avec des domaines de compétences partagés et puis un leader, parce qu'en fait, ça reste une entreprise, il faut prendre des décisions, il faut aller vite, il faut avoir envie, il faut avoir des projets. Et du coup, ce qui est important, c'est aussi avoir un leader, pas forcément désigné, mais un leader, on va
va dire, qui se dégage et qui soit à l'écoute de l'ensemble des associés pour partager le projet et faire vivre l'entreprise, quoi. C'est ça qui me semble important. Donc on parle de travail, mais comment les agriculteurs finalement ils le perçoivent-ils? Quel est leur sentiment par rapport au travail qu'ils effectuent? Alors, toujours dans le cadre du projet Red Spice, les agriculteurs que nous avons interrogés, eh bien, ils ont le sentiment que leur travail est réalisé dans la continuité d'un cycle naturel avec des conduites animales et végétales complémentaires. Et ils sont surtout très satisfaits d'avoir réinvesti et de s'être réapproprié la technique, donc les techniques notamment agronomiques sur la gestion du pâturage, la gestion des rotations, des effluents, pour arriver à avoir une exploitation plus autonome, avec moins d'intrants, et donc qui correspondent à l'idée qu'ils se font d'une exploitation, j'allais dire, environnementalement efficace. Voilà, c'est un peu le sentiment qu'ils ont. Ils ont aussi le sentiment qu'ils ont plus de reconnaissance de la part des citoyens, des consommateurs, des acteurs du territoire sur leur métier, donc, puisqu'ils ont des conduites qu'ils estiment plus agroécologiques et qui répondent mieux aux attentes sociétales. Donc ils se sentent confortés de cette reconnaissance, ils tirent de la fierté du bien-être au travail et ce qui leur permet de contrebalancer un peu la complexité du travail que l'on connaît dans ces exploitations de polyculture, donc élevage. Et ce que je dirais pour terminer, c'est que aussi, pour moi, le travail, ce qu'on voit, ce qui est important, c'est qu'on ait une cohérence, un équilibre entre les ateliers animaux, les ateliers végétaux et surtout aussi la dimension de la main-d'œuvre pour qu'elle puisse réaliser le travail dans des conditions, j'allais dire, optimales, pour éviter d'avoir des problématiques de travail. Parce que quand on a des surdimensionnements d'exploitation, on se rend compte que le travail peut rapidement devenir un problème sur ces exploitations-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour vos témoignages sur la thématique du travail. Donc on va tout de suite prendre les questions des internautes. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via l'application WooClap. Donc j'ai une première question. Quel est l'intérêt des robots de traite? Est-ce que ça permet moins de travail? Je vais commencer à répondre. Moins de travail, oui. En règle générale, les agriculteurs disent qu'ils gagnent du temps. Après, c'est différent. C'est plutôt de la souplesse parce qu'il y a moins d'horaires, entre guillemets. Il faut quand même être présent. Il ne faut pas oublier que le robot ne nous dit pas tout. Tout ne se passe pas à la traite. Il y a aussi l'observation qui doit être au quotidien. Donc en fait, la souplesse et surtout la liberté. Peut-être que le dimanche, je ne suis pas obligé d'y aller à 6 heures, mais j'irai qu'à 8 heures du matin. Voilà. Le dimanche, je peux le faire avec mon smartphone, et ça me gagne peut-être aussi un déplacement. Et puis surtout, par rapport au travail de saison qu'a évoqué Sophie, je ne suis pas obligé de rentrer à 4h30 ou 5h pour traire. Je peux continuer à semer, je peux continuer à profiter du beau temps et je passerai voir les animaux à 9h du soir en rentrant. Donc c'est beaucoup de souplesse. Après, c'est un autre fonctionnement. On parlait tout à l'heure des GAEC ou des individus. Quelqu'un qui est tout seul avec un robot, il faut qu'il puisse quand même trouver quelqu'un pour le remplacer quand il veut partir en congé en week-end. Donc ça se fait, ça se trouve. Il faut trouver un autre voisin peut-être équipé d'un même robot. Et puis en GAEC, on revient à la même problématique. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes capables de s'en servir, voilà, pour assurer les astreintes, parce qu'il y a des petites pannes, il y a des petits soucis de temps en temps, et la surveillance du robot, bien entendu. Donc oui, c'est du temps en moins, c'est de la souplesse beaucoup. Et après, c'est aussi l'intérêt, entre guillemets, pour les éleveurs qui, pour certains, retrouvent du temps aux vaches, entre guillemets, et finalement, un peu moins de pénibilité aussi par rapport à la traite. Voilà, c'était très complet, donc je ne sais pas si je peux compléter un peu plus, mais c'est simplement dire qu'en fait, le robot de traite, l'intérêt, c'est ce que tu dis, Jean-Philippe, c'est vraiment de lever l'astreinte animale pour pouvoir travailler plus facilement sur les cultures quand il y a vraiment des coups de bourre. Et ça, c'est vraiment important. Bon, par contre, autre chose aussi sur auquel il faut penser, c'est que, il y a un coût, bien évidemment, mais au-delà de ça, il faut vraiment penser que ça peut être, dans certains cas, pour la mise en place, ça peut être un stress, au moins au démarrage, et il ne faut pas négliger le temps à passer, le temps d'adaptation. Et on dit souvent qu'il faut être un peu robot-compatible, voilà, en tant qu'être humain. Voilà, il faut accepter que quand on sort, un éleveur nous dit souvent, moi je sors de la salle de traite, c'est fini, quoi. Les vaches sont traitées, je ne vais pas revenir avant 5 heures. Le robot, il faut peut-être revenir à midi, quoi. Oui. Voilà. Alors du coup, j'ai donc une question qui vient d'arriver, j'en ai plusieurs d'ailleurs.
On va commencer par la première. Encouragez-vous les éleveurs à engager de la main-d'œuvre pendant les périodes de forte intensité de travail? Alors oui, je vais répondre très fortement oui. Aujourd'hui, le salariat est beaucoup plus développé déjà que ce qu'on imagine, parce que quand on discute avec les agriculteurs, ils ont pour beaucoup, on ne les voit pas toujours, parce qu'ils ne sont pas forcément là quand on vient, mais ils ont des groupements d'employeurs, ils ont du personnel occasionnel, ils ont des mi-temps, ils ont des parents retraités mais salariés, donc il y a plein de solutions quand même de salariat. Et j'ai envie de dire, polyculture, élevage ou pas, pour moi c'est clairement la solution pour partager les risques, partager le boulot, et on va plus loin à deux, voilà, même si on va plus vite tout seul, on le sait bien. Donc j'ai envie de dire oui, pour moi c'est un grand oui, parce que je ne vois pas l'agriculture sans salariés demain. D'autant que un des avantages de la polyculture, c'est qu'aussi on a, on a quand même des pics de travail, mais on a aussi du travail toute l'année, et ça permet quelquefois de pérenniser aussi des salariés sur des exploitations, ce qui est très intéressant, bien évidemment, quand on veut se faire aussi remplacer, parce qu'on a quelqu'un qui, quand il vient assez régulièrement sur l'exploitation, eh bien, il peut nous remplacer au pied levé. C'est une sécurité, parce qu'il connaît le travail sur l'exploitation, il connaît l'exploitation, et c'est vrai que c'est un des avantages du salariat aussi. Alors j'en ai d'autres, donc je continue. La rentabilité horaire, donc revenu par heure travaillée des exploitants, est-elle différente entre les exploitations polyculture et polyculture élevage? Je vais mettre un joker. Je crois qu'on avait le droit, on avait dit. Un par personne. Non, c'est une réponse difficile, vraiment difficile. Et c'est vrai que la polyculture élevage, je ne dis pas qu'il y a des temps morts, mais il y a beaucoup de petits travaux, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est vrai que les journées sont très très remplies, je pense. Et c'est une question un peu majeure que nous posent des fois des agriculteurs, mais auquel je ne m'engagerai pas à répondre. Ben moi non plus. Hein. On a droit à un joker chacun, je pense. Hein. Mais simplement, ce que je voudrais dire, d'abord, je n'ai pas de chiffres pour dire oui ou non quel est le taux horaire de telle ou telle exploitation. Donc, comme je n'ai pas de chiffres, je ne peux pas répondre. Mais ce que je pense quand même, c'est que le taux horaire est important, mais il n'est pas le seul facteur sur le travail qui me paraît à être pris en considération. Et quelquefois, avec des taux horaires peut-être un peu moins élevés, on peut avoir un sens du métier, on peut avoir une satisfaction dans le métier qui est tellement plus élevée que même si le taux horaire peut être un peu inférieur, eh ben c'est quelque chose qui peut être accepté. Et aujourd'hui, parmi les nouvelles personnes installées, nous sommes en train de faire des études sur ces types. On se rend compte que les jeunes qui s'installent, enfin certains qui s'installent, ne s'installent pas en se posant la question uniquement du taux horaire en tout cas. Par rapport au travail, il ne se pose pas que cette question-là. C'est juste, voilà, je ne peux pas répondre à la question. Surtout que moi, je vois les agriculteurs, les éleveurs que je suis, ils ne parlent pas en termes de temps de travail, ils parlent plutôt en termes de week-end, en termes de soirée. Voilà, en fait, les journées ne leur feront pas peur. C'est pas le problème du boulot, c'est plutôt de se dire, voilà, si le mercredi, il faut que j'emmène mon gamin au rugby, je l'emmène, quoi. Voilà, ça c'est important pour moi. Après que j'ai fait 6h du matin à 7h du soir, ça ne me pose pas de questions. Par contre, il faut que je puisse me libérer, il faut que je puisse aller à la chasse le dimanche, aller au foot avec mes gamins, avec ma femme au resto. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est pas tellement le taux horaire, même si, en tout cas, je pense que la spécialisation est peut-être plus rentable en termes de taux horaire, mais c'est pas la même chose. Alors du coup, donc j'en ai une autre. Est-ce qu'une ferme totalement robotisée est viable? En élevage ruminant, elles sont très peu nombreuses quand même. Donc déjà, on n'aura pas forcément, on n'aura pas de chiffres. Peut-être un peu en Europe du Nord, on a quelques systèmes qui sont très robotisés. Donc aujourd'hui, en robot de traite, c'est un peu effectivement monnaie courante de voir des robots de traite dans l'exploitation. On voit arriver les robots d'alimentation. Donc c'est les robots qui distribuent l'alimentation à toutes les catégories d'animaux, donc qui permettent de gagner du temps. Après, en élevage ruminant, je pense qu'on n'y est pas encore et je n'ai pas d'exemple, entre guillemets, à vous proposer. Je ne sais pas si Pierre-Emmanuel en a, et je vois qu'il fait signe de la tête négatif. On n'en a pas. On n'en a pas, et je pense aussi que les robots, ils ne pourront quand même jamais remplacer
l'agriculteur, l'éleveur sur toute la gestion de l'exploitation. Les robots, ça peut aider, mais ça ne remplace pas de toute façon l'homme. Et il faut être très vigilant par rapport aux robots, parce que d'une part, eh bien, il faut être vigilant par rapport à l'équilibre économique de l'exploitation, parce que des robots, ça coûte cher. Mais la tendance, quand on a un robot, c'est d'agrandir son exploitation, parce que les robots, ça permet de conduire plus de surface, plus d'animaux. Et comme on ne mesure pas forcément toute la gestion qu'il faut derrière, eh bien on peut se retrouver en très grande difficulté derrière, même quand on a quand on a beaucoup de robots sur l'exploitation. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on n'a pas de robots qui nous permettent de faire véler une vache. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, et ça c'est important aujourd'hui dans les exploitations, on a quand même plutôt des gens qui prennent du salariat, et même dans les pays de l'Europe du Nord, etc., même si on ne va pas parler de coûts salariaux, on a quand même plutôt des exploitations qui embauchent, qui ont plutôt du salariat, plutôt que de la robotique à tout crin, quoi. Voilà, je pense qu'en élevage ruminant, on n'en est pas encore là, quoi. Alors, par contre, les robots, ça peut aider, pour certains, à fidéliser les salariés, parce que le travail devient moins pénible et plus facile. Voilà, aussi. On va prendre une dernière question. Alors du coup, une dernière question. Quelle est la différence d'un pic de travail et une charge de travail pour les MISBA? Alors, la charge de travail, pour moi, c'est la quantité de travail qu'on a pour des mises bas. Donc, cette quantité de travail, elle peut être importante, mais elle est souvent maîtrisable, parce que justement, les mises bas, on décide combien d'animaux on met sur telle période de mise bas, on peut relativement... maîtriser cela. Et c'est pour ça que les agriculteurs, dans le projet Red Spice, ont dit que quand ils étaient en hiver, il y a beaucoup de travail sur les animaux, mais ils ne disent pas que c'est intense et que c'est un pic de travail. C'est quelque chose qui donne beaucoup de charge de travail. Le pic de travail, c'est plutôt ressenti quand on maîtrise moins, les cumuls des différentes activités. Et parce qu'on ne peut justement pas les anticiper. Et c'est souvent ça qu'ils appellent davantage le pic de travail que la charge de travail. Mais le pic génère une grosse charge de travail, et une charge de travail peut générer un pic de travail aussi, bien sûr. C'est une réponse normande, même si je suis d'Occitanie. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Jean-Philippe. Donc on va tout de suite passer à la dernière thématique, mais avant, donc, je vous propose une nouvelle fois 2 témoignages pour illustrer les notions de travail que l'on vient d'aborder. Quand on est en polyculture élevage, il faut être polyvalent. Il faut savoir faire plein de choses, soigner son troupeau, soigner ses cultures. Nos pics de travail, c'est des périodes relativement courtes, donc on donne un peu plus de... Les journées sont un peu plus longues. Il y a rarement de périodes creuses dans l'année. L'avantage de la polyculture élevage, c'est qu'on fait plein de choses différentes. C'est très varié le travail qu'on a à faire. L'organisation est cruciale, est un point crucial pour les systèmes de polyculture élevage, puisqu'il y a comme ça plusieurs types d'activités qui s'enchaînent et on fait avec la main-d'œuvre disponible. Donc il faut arriver à planifier, prévoir les imprévus, parce que autant on peut jouer sur la reproduction des animaux pour caler les pics de travail au niveau des animaux, autant pour les cultures, elles sont, une fois qu'on a choisi les types de cultures, c'est calé dans l'année. Les problèmes essentiels qu'on a sur les systèmes de polyculture élevage, les gens qui ne s'en sortent pas parce qu'ils ont trop de travail, c'est souvent que la configuration de la main-d'œuvre en fonction du travail à faire, et donc des surfaces et des nombres de cultures, il n'est pas adapté. Donc c'est souvent, quand il y a un problème, c'est souvent lié à une taille trop importante en fait, des exploitations. Et comme dans les dernières années, il y a eu un agrandissement énorme des exploitations, souvent avec une taille de collectif qui n'a pas augmenté, l'idée que les systèmes de polyculture et élevage demandent plus de travail ou sont plus complexes, elles viennent aussi de ça, du fait que ce n'est pas uniquement un problème de concurrence entre 2 ateliers, mais aussi un problème de taille trop importante par rapport au collectif de travail.